INA Podcast. Affaire Omar Haddad. Épisode 6. La défense contre-attaque. Au printemps 1994, la pression médiatique autour de l'affaire Omar Haddad ne retombe pas. Et pour cause. Maître Vergès, l'avocat d'Omar, n'en finit plus de faire parler de lui et du verdict du procès. Il ne s'en cache pas, l'avocat est indigné par cette décision et l'a fait savoir dans l'enceinte même du palais de justice de Nice, ce qui lui avait valu d'être poursuivi par le parquet pour outrage. En mai 1994, Maître Vergès est donc convoqué au tribunal correctionnel de Nice pour sa première audition. Il s'y rend, à sa manière, tête haute, le cigare aux lèvres. Écoutez l'édition du 24 mai 1994 du journal de 13h sur France 2. Un bouquet de pervenches, un bouquet de pervenches. Qu'est-ce qui vous rend si joyeux, Maître Vergès ? Ce qui me rend joyeux, c'est qu'on va défendre la justice. On va défendre la crédibilité de la justice contre ceux qui portent atteinte à cette crédibilité. Radieux, Jacques Vergès. Ce qui ne devait être qu'une simple audition par un juge d'instruction s'est vite transformé en un véritable show dans les rues de Nice. 32 défenseurs venus du monde entier, tous solidaires de l'avocat parisien et de ses propos tenus après le verdict condamnant Omar Haddad. Des propos qui lui ont valu sa mise en examen et qu'il est venu répéter plus haut et plus fort devant le juge d'instruction. Je persiste, je signe et je souligne 2 fois. Je dis par exemple que quand j'ai parlé que Omar avait été condamné parce qu'il était maghrébin, j'ai été trop discret. Je dis qu'il a été condamné parce que le président Jean, conseiller à la cour d'appel d'Aix et président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, a eu envers lui une attitude raciste. Maître Vergès n'hésite plus à nommer ses accusateurs et à s'en prendre à ceux qui sont d'habitude considérés comme intouchables. Il dénonce une justice coloniale et une faute judiciaire. Son attitude est bien entendu provocatrice, mais elle est aussi stratégique. Son but est de faire du bruit afin de rouvrir le débat sur Omar Haddad et surtout un deuxième procès. Le même jour, une pétition signée par 22 avocats est rendue publique. Tous dénoncent une décision rendue sans preuve, sur la base d'une intime conviction sans possibilité d'appel. Pour eux, c'est un dysfonctionnement majeur de l'institution judiciaire. Alors qu'Omar Haddad et son avocat décident de se pourvoir en cassation, une contre-enquête est lancée. Elle est menée par Roger-Marc Moreau, détective privé engagé par la défense. Et rapidement, un témoignage intéresse tout particulièrement la défense. Le journaliste Franck Herriot l'évoque dans le 13-14 de France Inter du 4 mai 1994. Souvenez-vous, les armes du crime n'ont jamais été retrouvées, à savoir un chevron de bois avec lequel l'assassin a frappé à plusieurs reprises Ghislaine Marchal, des coups extrêmement violents sur la tête. Et puis, une arme blanche, longue d'une vingtaine de centimètres et large de 2 centimètres. Le détail est important, il n'y avait aucun couteau de cuisine de cette taille dans la maison de Madame Marchal et aucun outil de jardinage non plus, les experts l'ont affirmé lors du procès. 2 mystères, 2 énigmes, et c'est là qu'intervient ce témoin surprise, présenté ce matin par Maître Vergès, Patricia Clark, une néo-zélandaise d'une 50aine d'années. Pendant les vacances, elle habite sa villa de Mougins, à environ 3 km de chez Madame Marchal. Madame Marchal, qui n'est pas une amie, à peine une relation. Qu'a-t-elle vu, Madame Clark, qui s'exprime avec un fort accent anglais ? Eh bien, le 23 juin 91, jour de l'assassinat, Patricia Clark, alors qu'elle revient de la plage avec des amis, aperçoit une camionnette devant chez elle. Une camionnette dans un piteux état, abandonnée probablement. Madame Clark s'approche, elle regarde à l'intérieur et constate qu'il y a des taches de sang sur le siège du conducteur et sur le volant. Et à l'arrière de la camionnette, il y a des chevrons de bois maculés de taches brunes. Madame Clark prévient la police municipale, laquelle prévient la gendarmerie.
Rien ne se passe, la camionnette reste là pendant plusieurs jours, jusqu'au vendredi quand une dépanneuse vient l'enlever et à la place de la camionnette, Madame Clark aperçoit un sac poubelle. Poussée par la curiosité, elle ouvre le sac, à l'intérieur elle découvre un papier essuie-tout, taché lui aussi de brun, et puis un tournevis plat d'environ 40 cm et large d'1,5 cm et aux deux bords tranchants. Une nouvelle fois, Madame Clark prévient la gendarmerie. Là non plus, rien ne se passe. Ce sera son dernier contact avec les autorités françaises. Elle ne sera jamais entendue. Voilà donc ce témoignage suffisant, estime Maître Vergès, pour ouvrir une nouvelle information. L'enquête sur l'affaire Omar Haddad est bel et bien relancée. Encore une fois, le message de Maître Vergès est clair, mettre en avant les manquements d'une enquête biaisée, uniquement concentrée sur le jardinier. Le témoignage de Madame Clark provoque de nouvelles recherches. Elle déclare être prête à témoigner en cas de deuxième procès. En parallèle, la contre-enquête diligentée par Maître Vergès met au jour de nouvelles pistes. C'est ainsi que le 28 mai 1994, le journal Libération jette un nouveau pavé dans la mare. Il révèle l'existence d'un second Omar dans l'entourage de Ghislaine Marchal. C'est Maître Baudou, le tout premier avocat d'Omar Haddad, qui reçoit l'information en premier. Un confrère l'aurait contacté car l'une de ses clientes affirme connaître un autre homme prénommé Omar qui aurait, lui aussi, gravité autour de la victime dans le mois précédant le drame. Bien qu'il ne fasse plus officiellement partie de l'équipe de défense, Maître Baudou prend cette confidence au sérieux. Il mandate Roger Marc Moreau, le détective privé qui travaille déjà sur la contre-enquête. Très vite, l'existence de ce second Omar est confirmée. Mais au-delà de cette simple confirmation, rien ne permet d'établir un lien formel ou direct entre cet homme et Ghislaine Marchal. Pire encore, la famille de cet homonyme dément avec vigueur. Elle affirme n'avoir jamais connu Madame Marchal et s'indigne que leur nom soit jeté en pâture à l'opinion publique. Elle se dit prête à porter plainte pour diffamation. La piste se referme donc aussi vite qu'elle s'est ouverte. Mais elle laisse derrière elle comme un arrière-goût persistant, celui d'une enquête inachevée, où chaque rebondissement semble soulever plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Tandis que les pistes alternatives s'enlisent, le dossier revient devant la plus haute juridiction du pays, la Cour de cassation. Une audience cruciale s'ouvre à Paris le 9 mars 1995, plus d'1 an après le verdict. Le soir même, au journal télévisé de 20h de France 2, Dominique Verdeillan fait part de la décision qui vient d'être rendue. Au fil de la lecture de l'arrêt, Maître Jacques Vergès comprend. Omar Haddad vient de perdre un nouveau combat avec la justice. Il ne sera pas rejugé. Après 3 heures de débat, près de 3 heures de délibéré, les magistrats de la Cour de cassation viennent purement et simplement de confirmer le verdict de Nice. Omar Haddad est donc définitivement condamné. Les magistrats n'ont pas suivi les avocats d'Omar Haddad. Pour ces derniers, leurs clients n'avaient pas été jugés dans les règles de l'art. L'arrêt de la cour d'assises était entaché, suspect, parce que dactylographié, pré-rédigé et faisant de Omar Haddad un condamné d'avance. C'était là, pour la défense, la manifestation prohibée de l'opinion du président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes. La cassation, tant attendue par Omar Haddad, mais aussi par une partie de l'opinion publique, n'a donc pas lieu. Et c'est la deuxième fois qu'Omar Haddad ne bénéficie pas du doute. À Nice, il s'agissait d'un doute quant à sa culpabilité. À Paris, il s'agissait d'un doute quant à l'équité de son procès. Les avocats maintenant d'Omar Haddad savent qu'ils n'ont plus qu'un seul recours, une révision de son procès. Mais les avocats le savent, la justice n'aime pas dire qu'elle s'est trompée. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi formé par Omar Haddad et ses avocats. Cette décision enterre les espoirs d'un second procès. Seule une demande en révision reste désormais possible. C'est ce que Maître Vergès s'empresse de faire, en s'appuyant notamment sur le témoignage tardif de Patricia Clark. Ce témoignage, qui a été ignoré par les enquêteurs, est désormais entre les mains du parquet général d'Aix-en-Provence. Mais Maître Vergès ne s'arrête pas là. Il poursuit sa contre-enquête et continue de relancer l'affaire à coups de conférences de presse et d'interviews.
Ainsi, en septembre 1995, près de 6 mois après le rejet du pourvoi en cassation, une nouvelle piste, encore plus surprenante que les précédentes, se manifeste. Le journal de 20h de France 2 lui dédie un reportage dans son édition du 14 septembre 1995. Madame, Monsieur, bonsoir. Omar Haddad, condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Madame Marshall, va-t-il voir son procès révisé ? En tout cas, le parquet de Grasse a reçu des instructions pour lancer une enquête préliminaire afin de vérifier le témoignage d'un ancien détenu qui innocenterait le jardinier marocain. Maryse Burgot et Christian Autain ont rencontré au Maroc l'homme qui pourrait faire basculer à nouveau le destin d'Omar Haddad. C'est dans la médina de Meknès, au Maroc, que nous avons rencontré ce témoin qui intéresse aujourd'hui la justice française. Il est de nationalité marocaine et c'est à cause de son témoignage tardif qu'une nouvelle enquête préliminaire a été ouverte ce soir par le parquet de Grasse dans l'affaire Omar Haddad. Ce Marocain affirme en effet aujourd'hui qu'Omar Haddad ne peut pas être l'assassin de Ghislaine Marshall. Le véritable assassin, il dit le connaître. Celui-ci lui aurait avoué son crime en prison, alors qu'à la télé, on ne parlait que de cette affaire. Il m'a dit, écoute, ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cette affaire. Le lendemain, il m'a raconté tout. Comment ça s'est passé, que c'était lui. Il n'est pas allé pour la tuer. C'est pour la cambrioler. Parce que il a viré sa femme, Madame Marshall. Parce que Madame Marshall avait viré sa femme. Voilà. Il voulait se venger. Voilà. Et il est arrivé pour la cambrioler. Que s'est-il passé ? Et comme il l'a trouvé là-dedans, il ne savait pas qui il était. Ils se sont trouvés dans la même chambre. Et c'est là qu'il a tué avec le couteau de Madame Marshall. Lui, il n'avait pas d'arme. Il n'avait rien. Une confidence que notre témoin aurait donc reçue ici au centre de détention de Clairvaux. Il y purgeait lui-même une peine de prison et il a attendu sa libération pour parler. J'ai gardé mon secret et j'ai dit, le jour quand je serai libre de Clairvaux, que je me trouve ma liberté, je vais faire éclater cette affaire dans mon pays. Pourquoi dans votre pays et pas avant ? Parce que dans mon pays, je suis en sécurité. Un témoignage dont la justice française cherche aujourd'hui à vérifier la crédibilité. Un nouveau témoignage qui tombe à point nommé pour la défense. Quelques jours plus tard, le détenu mentionné est retrouvé et interrogé. Il s'appelle Alain Villaboas. Mais très vite, il nie connaître l'homme qui l'accuse. Il se serait croisé en prison, oui, mais jamais parlé. Son alibi est vérifié. Au moment du meurtre, fin juin 1991, Alain Villaboas se trouve à l'hôpital de Nice, soigné après un accident de moto, et est donc rapidement mis hors de cause. D'autant que son témoignage entre en contradiction avec les constatations des gendarmes de Mougins. Sur place, aucun signe d'effraction n'avait été relevé. La piste d'un cambriolage ayant mal tourné avait déjà été écartée. Malgré les failles mises en avant par la défense et les différentes nouvelles pistes soulevées, Omar Haddad reste en prison. Mais l'affaire reste omniprésente dans les médias et continue de diviser l'opinion publique. Alors, face à l'impasse judiciaire, une autre voie s'ouvre. Une voie politique cette fois, inattendue et inédite. Dans le prochain épisode, nous vous raconterons comment, au printemps 1996, le destin d'Omar Haddad bascule à nouveau, à la faveur d'une visite en France du roi du Maroc, Hassan II. Le président Jacques Chirac, alors élu depuis 1 an à peine, prend une décision qui fera date et qui ne fait que raviver le malaise et l'incompréhension que suscite cette affaire. L'affaire Omar Haddad se poursuit chaque jeudi à midi
dans le podcast Les Archives du crime. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée ou sur podcast.ina.fr.